Alex Turc, bonjour. Bonjour. Merci de venir témoigner ce matin pour nous parler de la radio Arc-en-Ciel, l'une des premières radios libres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à l'époque dans quel contexte politique vous avez créé cette radio ? C'est simple, c'était juste le lendemain matin de la victoire de François Mitterrand. Je suis venu voir le maire de Marcq-en-Barœul, le député-maire, Serge Charles, et je lui ai dit on n'a aucun moyen d'information, la gauche maîtrise tout le système, et donc il faut qu'on se dote d'un moyen d'information. Et comme c'était le tout début du développement des radios locales, je lui ai proposé cette solution-là. Et ensuite, on a commencé à bâtir le projet, mais tout ça dans une certaine forme d'illégalité, il faut bien le dire, puisque ça n'était pas autorisé. Et donc, avec un ami qui a fait une très belle carrière maintenant et qui dirige notamment Grand'Île, etc., Bruno Descluse, on a décidé de bâtir ce projet. Serge Charles nous a soutenus de manière formidable, ainsi que le conseil municipal, puisque tout le monde a soutenu cette idée, sauf l'opposition, et ça se comprend. Et effectivement, on a décidé d'installer les studios donc, dans le grenier de cette mairie. Alors, justement, pour mettre en place cette première radio, vous m'avez raconté une anecdote concernant justement l'installation de l'antenne sur le toit de l'hôtel de ville. Alors effectivement, l'antenne, à l'époque, il fallait des très grandes antennes, bien sûr. Il y en a encore sur le château d'eau, pas loin d'ici. Oui. Et donc, l'antenne était sur le toit de la mairie. Et ne pouvait y accéder, évidemment, c'est une antenne très très élevée, plusieurs dizaines de mètres. Et ne pouvait y accéder normalement que des installateurs agréés. Mais une nuit, vers 11h le soir, il y a eu une coupure. Et chacun s'est téléphoné de manière spontanée et on s'est retrouvés, je me souviens très bien de ça, tous ensemble, ici même, dans le hall de la mairie. On était au moins une quarantaine. Et c'est là que j'ai découvert que notre responsable technique, qui était un passionné, avait déjà commencé à gravir l'antenne. En pleine nuit. En pleine nuit. Et il trifouillait, là, il bricolait en haut de l'antenne, et j'ai eu beau lui dire de redescendre, il n'y en était pas question. Et on était tous là, à la fois à espérer que rien ne se passe, c'est-à-dire qu'il ne lui arrive rien, oui. Et en même temps, il faut bien le dire, en espérant qu'il puisse réussir à régler le problème, ce qui s'est fait. Et donc j'ai trouvé formidable que ces gens, dont les 4/5e étaient des bénévoles, en pleine nuit, ne supportaient pas l'idée que la radio s'arrête. Ce qui voulait dire d'ailleurs qu'ils l'écoutaient, puisqu'ils se sont rendus compte qu'elle ne fonctionnait plus. Et donc dans la nuit, le garçon en question, je dis garçon, il avait une vingtaine d'années, a résolu le problème et on a recontinué à émettre. Alors ça, c'est probablement le souvenir qui m'a le plus marqué, parce qu'il témoignait de l'incroyable engouement, mobilisation autour d'un projet comme celui-là. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de croiser des anciens d'Arc-en-Ciel, ça date maintenant de 35 ans, 36 ans, et ils m'en parlent tout de suite, c'est la première chose qui leur vient en tête. Alors, le fil rouge, quand on reçoit toutes ces personnes ici pour donner un témoignage de l'hôtel de ville, je vais vous poser la même question, en tout cas. Pour vous, que représente l'hôtel de ville? Que représente cette bâtisse, cette belle bâtisse? Pour moi, c'est difficile de faire comprendre ça aujourd'hui, 40 ans après. Moi, j'y suis arrivé en 78 comme assistant parlementaire de Serge Charles. Ça fait 40 ans. Pour nous, la mairie de Marcq, c'était un bastion. Un bastion. D'ailleurs, souvent, on l'appelait comme ça. Pourquoi ? Parce que c'était la mairie qui résistait, un peu comme une espèce de château, de forteresse au milieu des flots de la gauche. C'est-à-dire que la gauche tenait les collectivités locales, donc la plupart des mairies, le conseil général, le conseil régional, les 3/4 des députés, enfin, etc., etc. Et la gauche incarnait une espèce de phare, de bastion de la droite, voilà, pour être tout à fait clair, et qui résistait face à tout ça. Et ça tenait beaucoup au tempérament de Serge Charles. Serge Charles était un type formidable que j'aimais beaucoup, on s'amusait beaucoup à deux. Et c'était un type très rebelle dans sa tête, très gonflé physiquement et mentalement. C'était un type assez particulier, ce qui fait que ça l'amusait beaucoup. Ça l'excitait, il trouvait très bien
que ça se passe comme ça. Et c'est ainsi que, progressivement, les gens sont venus à la mairie de Marcq, moi-même pour commencer. J'y ai amené ensuite Jean-René Le Cerf, qui en est devenu le maire quelques années après, Bernard Gérard, qui est devenu le maire et le député quelques années après, puis plein d'autres personnes, je pense au maire de Téteguem, à Thierry Lazaro qui était député de la 6e. Enfin, il est passé par ici aussi. Oui, il y a plein de gens comme ça qu'on a fait venir à la mairie de Marcq et qui ont fait un parcours et ensuite ont fait une carrière politique. Donc c'était aussi, vous voyez, un bastion, en ce sens qu'on formait des gens qui ensuite prenaient des initiatives. C'était pas toujours bien vu, pour être tout à fait clair d'ailleurs, c'était moins bien vu encore par nos amis politiques, mais ça c'est la vie politique, par nos amis politiques que par nos ennemis. Je me souviens que certains maires de certaines communes, les quelques communes de droite de cette taille, ils nous appelaient le clan des Marquois, parce qu'ils disaient qu'on avait une mentalité très comme ça, clanique, et donc on nous appelait ainsi, je me souviens, c'était vrai, je le dis avec habitude aujourd'hui, le temps a passé, mais le maire de Cambrai, le maire de Douai, le maire de la Madeleine, etc., ils nous appelaient le clan des Marquois. Et effectivement, c'est parce que les gens venaient ici, ceux qui partageaient nos opinions, ils faisaient leur classe ici d'une certaine manière, puis après ils partaient faire autre chose, quoi. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors moi, je vais vous proposer de faire un petit bond dans le temps, c'est-à-dire qu'on va vous emmener Très bien. Dans le grenier de l'hôtel de ville. D'accord. Allons-y. Ah ben attendez, mais ça c'est là. C'est là le studio. Bah oui. Voilà. Donc vous voyez, c'était le studio sur le principe de la double partie, c'est-à-dire il y avait. Alors est-ce que dans quel sens je ne sais plus, mais il y avait. Ah bah c'est dingue, mais ça existe encore, vous voyez. Regardez, c'était tout moquetté pour être insonorisé. Voilà, c'est ça. Alors la partie technique, alors c'était là. La cabine technique était là. Donc tous les matériels étaient là, cabine technique, etc. Et ici, il y avait deux pièces. Il y avait un mur ici, une grande vitre, et il y avait la partie technique qui devait être là, je pense. Et ici, la partie studio avec une table ronde avec les micros. Et c'était un très bon studio. Ben oui, ils sont encore là complètement. Hein.